Dans cette seconde partie, nous allons commencer par saisir le fonctionnement du système cyclique du temps de Platon. Dans le livre des lois, nous pouvons lire cette question de l'Athénien. Mais les constitutions, quelle en a été, dirons-nous, l'origine? Cette interrogation inaugure le 3e livre de cet ouvrage. En réalité, l'on se situe au moment de la discussion où est prise comme condition préalable la suite infinie des temps et les changements qui s'y sont déroulés. Changements innombrables et de toutes sortes, car, citation, « N'est-il pas vrai que pendant ce temps des milliers et des milliers de villes se sont succédées et que, non moins nombreuses, dans le même ordre de grandeur, furent celles qui disparurent? N'ont-elles pas aussi, chacune en son lieu, refait plusieurs fois le cycle des régimes? Parfois, de petites sont devenues grandes, et de grandes sont devenues petites. De meilleures sont sorties de pires, et de pires, meilleures. » Fin de citation, les lois. Pour ce, l'Athénien veut saisir, si nous le pouvons, la cause de ce changement, car peut-être nous montrera-t-elle les premières naissances et transformations des régimes politiques. Par conséquent, l'enquête sur la cause du changement commence par l'analyse de l'origine dans le temps, et dans le temps de l'origine se trouvent les antiques traditions. L'Athénien demande à Clénias, un protagoniste du livre des lois, si, à l'époque, les récits d'antiques traditions relatives aux calamités qui ont exterminé à diverses périodes de cette extension infinie de temps, les êtres humains gardent au moins un fondement de vérité. Vous semble-t-il que les antiques traditions renferment quelques vérités, dit-il? En outre, l'Athénien et Clénias sont d'accord sur le fait que ces traditions sont des récits auxquels on peut prêter foi, de sorte que, parmi les calamités admissibles, l'Athénien opte pour le déluge. En une telle catastrophe, il considère que les rescapés du désastre étaient vraisemblablement des pâtres de la montagne, petites étincelles du genre humain conservées, je pense, sur des sommets. Fin de citation. Selon l'Athénien, à l'origine, dans le temps historique, se trouvent les antiques traditions auxquelles il faut prêter foi. En ce cas précis, elles véhiculent une catastrophe, le déluge, de laquelle ont seulement survécu de petites étincelles du genre humain, lesquelles, poursuit l'Athénien, se trouvent en une situation d'innocence primordiale où presque tout ce qu'ils possédaient et connaissaient a disparu. Science, technique, outils, lois et constitutions, ils se trouvent désormais démunis de tout art, comme de tout type de violence. Citation. Fatalement aussi, par suite, ces gens-là étaient sans expérience des métiers en général, des industries par les citadins, mettent en œuvre afin de supplanter ou s'éclipser mutuellement, et de tout ce qu'ils inventent pour se nuire les uns aux autres. Fin de citation. Par conséquent, dans ce désastre, tout se perd et presque rien ne reste en la mémoire sauf les antiques traditions portant sur la catastrophe même que ces dernières petites étincelles de l'humanité ont transmise. À ce moment du débat, Clénias prend la parole et tire les conclusions qui s'imposent, et ce, en supposant un temps infini qui, comme l'estime l'Athénien, a connu la naissance et la destruction des milliers de villes. S'opère une redécouverte cyclique ainsi que la démolition des connaissances qui ne laissent aucune trace et devront pour cela être redécouvertes. Citation. Il reste de ce fait que, apparemment, pendant des myriades et des myriades d'années, ces inventions échappaient aux hommes primitifs et que, il y a 1 ou 2 millénaires,
L'une fut révélée à Dédale, l'autre à Orphée, celle-ci à Palamède, la technique musicale à Marsyas et à Olympos, celle de la lyre à Amphio, et à d'autres les autres en très grand nombre, qui ne sont nés, pour ainsi dire, que d'hier ou d'avant-hier. À la suite de cette clarification, l'Athénien évoque quelle est la nature de la condition du genre humain après le déluge. Citation. Devons-nous donc, après le cataclysme, décrire ainsi la situation de l'humanité ? Une immense et effrayante solitude, une multitude énorme de riches terres et tous les autres animaux ayant disparu, quelques têtes de bétail, peut-être une race de chèvres qui se trouvaient épargnées en petit nombre, elles aussi, pour assurer en ce début la vie de leur pâtre. Fin de citation. De cette condition primitive, revenons maintenant à l'interrogation par laquelle s'est ouvert le livre 3, à savoir, quelle est l'origine des constitutions ? L'Athénien demande, citation, « Mais, cité, constitution, législation, objets qui ont suscité notre discussion présente, pensons-nous qu'il en resta absolument, peut-on dire, même le souvenir ?» Fin de citation. À cette question, Clinias répond nullement. Pour ce, l'on n'a aucunement gardé le souvenir des états ni des constitutions passées. Encore une fois, l'Athénien interroge Clinias. Citation. Mais, n'est-ce pas de ces conditions qu'est sorti tout notre système actuel, cité, constitution, métiers et lois, avec abondance de vices, abondance aussi de vertus ? Fin de citation. En l'occurrence, l'Athénien veut souligner que de ces petites étincelles qui nous ont transmis les antiques traditions dérive tout ce qui nous appartient aujourd'hui. Clinias en demande l'explication et l'Athénien de répondre. Citation. Pensons-nous, hommes étonnants, que dans leur ignorance de beaucoup des choses belles qui ornent les villes, de beaucoup des choses aussi qui les déparent, ces gens-là aient atteint le comble de la vertu ou du vice ? Fin de citation. En ce passage, l'Athénien met encore en exergue le caractère de la naïve innocence en laquelle se trouvaient ces hommes et où, précisément, il n'y a ni vrai vice ni vraie vertu. En outre, l'Athénien pose une question supplémentaire à Clinias. Citation. Mais avec les progrès du temps et la multiplication de notre race, le monde est devenu ce que le monde est maintenant ? Fin de citation. Par conséquent, à partir de ces petites étincelles de ces survivants qui vivaient dans la simplicité des antiques traditions, dans le temps et avec la multiplication des générations, on conduit progressivement à la société structurée de Platon. Donc, à travers le progrès du temps historique et la multiplication de notre race, le monde est devenu ce qu'il est maintenant. Toutefois, précise l'Athénien, non pas tout d'un coup, naturellement, mais peu à peu, en un temps considérable. Les traces laissées par nos ancêtres persistent donc dans des traditions orales, le temps de Chronos. Citation. Car les cités dont nous avons exposé plus tôt la formation ont été précédées, et de fort loin, par un règne et un peuplement si prospère que la légende les attribue au temps de Chronos et estime qu'il en persiste un reflet dans les meilleures de nos organisations actuelles. Fin de citation. Or, malgré une impossibilité que l'Athénien qualifie lui-même de congénitale, citation, nous devons au contraire, pense-t-il, imiter par tous les moyens la vie légendaire du temps de Chronos et obéir à tout ce qu'il y a en nous de principes immortels afin d'y conformer notre vie publique et privée, administrer d'après eux nos maisons et nos cités, donnant à cette dispensation de la raison le nom de loi. Fin de citation. Par conséquent, dans le temps de Zeus, le temps de la dialectique, le temps en lequel l'homme est abandonné à lui-même à travers les témoignages antiques,
L'homme est un véritable législateur. En outre, il peut et doit s'inspirer du temps de Chronos afin de construire le gouvernement de cette cité nouvelle. Cette discussion du livre des lois a un écho dans le Timée et le Critias, dont la cité atlante est justement le sujet. Lorsque Solon discute avec le prêtre égyptien, il lui informe que bien des fois et de bien des manières, le genre humain a été détruit. Et il le sera encore. Les catastrophes les plus importantes sont dues au feu et à l'eau, mais des milliers d'autres causes provoquent des catastrophes moins importantes. Fin de citation. Il raconte ensuite une destruction par le feu et une autre par l'eau. Le récit de l'Atlantide détruit par l'élément liquide répond à cette destruction. Et il dit ceci, qui rappelle exactement la discussion entre l'Athénien et Clinias du livre des lois. Citation. Quand, en revanche, les dieux, pour purifier la terre, provoquent un déluge, ce sont les habitants des montagnes qui sont épargnés, bouviers et pâtres, tandis que ceux qui, chez vous, habitent dans les cités sont entraînés vers la mer par les fleuves. Fin de citation. Le Timée. Donc, correspondance parfaite. Une fois ces clés en main, nous pouvons aborder le système cyclique du temps chez Platon, lequel est corrélé à l'anacyclose, soit le système cyclique de la succession des régimes politiques. Ça s'appelle l'anacyclose. Dans le Timée, la grande année de Platon, c'est-à-dire le retour de tous les corps célestes à leur point initial, est engendré par le mouvement des 5 planètes. Nous sommes dans le cercle de l'autre, c'est-à-dire sous le règne du temps de Zeus. Platon nous dit ce qu'est le temps et comment il a été conçu par le démiurge. Celui-ci n'est en fait qu'une image de l'éternité, une imitation de l'éternité qui se meut en cercle suivant le nombre, une copie progressant selon le nombre. Ce temps est sous l'emprise du changement, sous le règne de la causalité et est par conséquent soumis à la corruption. Le règne de Chronos se place dans un passé lointain, comme vous pouvez le voir. Et la tradition nous rapporte un récit qui veut que la vie des gens de cette époque ait été extrêmement heureuse, car tout leur venait en abondance et de façon spontanée. C'est un âge d'or. Et il ne faut jamais oublier que nous parlons également de l'ère de Chronos par rapport à la verticalité. Chronos commandait la révolution circulaire du ciel et ses subalternes, les daimons, commandant les troupeaux des vivants à la manière des pasteurs. La raison de l'excellente administration et du bonheur est imputable au fait que Chronos avait placé au pouvoir non des hommes, mais des substances douées d'âme, des daimons. Les vivants sont privés de sexualité, naissent de la terre et sont tous domestiqués par les daimons. Les besoins des vivants sont satisfaits par la nature, si bien qu'il n'y a ni travail, ni politique, ni prédation. La souffrance est inconnue. Les hommes parlent de philosophie aux bêtes. Lorsque l'univers suit sa marche divine, les vivants passent de la vieillesse à la jeunesse avant de renaître de la terre dans un cycle de rajeunissement continuel. Les vieux rajeunissent, les adultes redeviennent adolescents et les adolescents nourrissons corps et âme. Le processus continue jusqu'à la disparition des vivants, tandis que les morts renaissent de la terre. C'est la condition de l'humanité lors de son âge d'or. Cette situation bienheureuse caractérise le règne de Chronos, comme nous l'avons signalé auparavant. L'ère de Chronos est identique au royaume de l'Imbien, lequel se situe par-delà tout entendement et au-delà du monde intelligible et régi par Zeus. La création
constitué par Zeus, revient à expliquer de manière mythique le passage de l'ambient à la première lumière qui en jaillit, à savoir le monde intelligible. La transition de l'un à l'autre s'effectue comme suit. Cronos et ses daimons abandonnent le monde à lui-même, ce dernier conservant tout de même son ordre et son mouvement de révolution, mais dans le sens inverse de celui donné par le démiurge Zeus. Les changements qui affectent le ciel ont alors une grande incidence sur le cosmos. Lors de la rétrogradation du mouvement de révolution, il survient des modifications pour les vivants. Hein, on va regarder d'une autre manière cette rétrogradation. C'est la troisième façon de le regarder là. Lors de la rétrogradation du mouvement de révolution, il survient des modifications pour les vivants. En premier lieu, le temps est comme suspendu pour eux. Leur âge s'arrête et ils cessent de vieillir. Le mouvement du cosmos qui régnait est annulé. Quand il reprend dans le sens inverse à celui du précédent, il entraîne tous les vivants dans le nouveau mouvement. La secousse provoquée par l'opposition des élans contraires provoque un cataclysme dont les vivants pâtissent sévèrement. Cependant, quelques témoins survivent et permettent de narrer l'existence du cycle précédent à ceux du nouveau cycle, transmettant le récit du mythe. Les petites étincelles dont on a parlé tout à l'heure et les antiques traditions. Les rescapés de la rétrogradation sont les âmes qui ont contemplé quelque chose de la vérité, comme expliqué dans le Phèdre. Et là, on bascule sur la verticalité. On a lu notre lecture d'une manière horizontale, et maintenant, on le lit sur le point de vue vertical. Cette lecture conjoint donc la flèche du temps linéaire, par conséquent une époque lointaine, un âge d'or de Cronos, à celle de la chute des âmes depuis le royaume de Cronos. On va venir un peu plus longuement maintenant sur cette chute des âmes. Une fois l'ordre de l'univers rétabli par Zeus, la divinité commence un nouveau cycle dans lequel l'administration des vivants et leur mode de génération et de substance s'inversent complètement. Les vivants sont privés de la providence des daimons, ce qui a pour conséquence de rendre les bêtes sauvages et souvent agressives envers elles-mêmes, ainsi qu'envers les hommes. Comme les hommes se font facilement dévorer et qu'ils sont dépourvus de techniques, d'industrie et de moyens pour satisfaire leurs besoins, les dieux olympiens viennent à leur secours afin d'éviter l'extinction des êtres humains. Prométhée enseigne aux hommes le feu, Héphaïstos et Athéna les arts, Dionysos la vigne, Déméter sa fille Corée et Triptolème l'agriculture. Malgré les divines gratifications, les hommes continuent à périr, faute d'avoir la science politique. Ils ne savent pas s'unir pour vivre dans des villes et ne connaissent pas l'art de la guerre qui leur permettrait de se défendre contre les bêtes sauvages. Aussi Zeus, qui prend pitié des hommes en voyant le risque d'extinction qui les menace, envoie Hermès porter à chacun d'eux la justice. L'homme est alors doté de technologie, de l'agriculture, du langage et de la religion. Zeus et Hermès s'occupent de la seconde rectification en donnant la science politique, c'est-à-dire en donnant aux hommes la sociabilité et la notion de justice. Dans le Timée, Platon dit ceci. Il raconta le mythe de Phroné, qu'on dit être le premier homme, et de Niobé, puis celui qui décrit comment Deucalion et Pyrrha survécurent au déluge. Il fit aussi la généalogie de leurs descendants, et il essaya de calculer à combien d'années remontaient les événements qu'il évoquait, en se remettant en mémoire leur âge. C'est alors qu'un prêtre égyptien, dont l'âge était particulièrement avancé, l'interrompit. Solon, vous autres Grecs êtes toujours des enfants. Vieux, un Grec ne peut l'être. Sur ce, Solon s'enquit, que veux-tu dire par là? Et le prêtre de répondre, jeune, vous l'êtes par l'âme, car vous n'avez en elle aucune vieille opinion transmise depuis l'Antiquité de bouche à oreille, ni aucun savoir blanchi par le temps.
Voilà pourquoi, bien des fois et de bien des manières, le genre humain a été détruit et il le sera encore. Fin de citation. C'est le prêtre qui va narrer le mythe de l'Atlantide à Solon, hein, et qui va être raconté, bien sûr, par un descendant de Solon, euh, par une assemblée où était présent Critias enfant. Et va écrire, bien sûr, le fameux ouvrage Le Critias, où est raconté le mythe de l'Atlantide. Ensuite, le prêtre égyptien lui narre un déluge de feu, le mythe de l'Atlantide, lequel a été balayé par un déluge d'eau. Il s'agit d'une horloge cosmique dont les deux extrémités se clôturent sur un cataclysme dû au feu et un autre causé par l'eau. Voici ce que dit le prêtre, hein, à Solon. Prenons par exemple cette histoire qu'on raconte chez vous. Un jour, Phaéton, le fils du soleil, attela le char de son père, il mit le feu à ce qui se trouvait à la surface de la terre et périt lui-même foudroyé. Fin de citation. Donc, la destruction par le feu. Le prêtre égyptien évoque par la suite le système cyclique du temps. Regardons de plus près. Les corps qui, dans le ciel, accomplissent une révolution autour de la Terre sont soumis à une variation qui se reproduit à de longs intervalles. Ce qui se trouve à la surface de la Terre est alors détruit par un excès de feu, naturellement. Fin de citation. Hein. Vous voyez donc, système cyclique du temps détruit par l'eau, le feu, plusieurs villes ont été détruites. L'Atlantide expose cette réalité verticale et une réalité horizontale. Dans le Phèdre, il s'ajoute aux notions présentement rapportées les 12 sphères qui évoluent dans le royaume de Zeus, dans le système cyclique du temps. Cette image s'apparente à un mandala, à une roue cosmique dont la parenté avec le cycle des réincarnations en Inde est très frappante. Donc imaginez la chose, vous avez l'ère de Chronos, bouleversement cosmique, déluge, changement de rotation des astres, qui correspond à un déluge ou à une destruction par le feu, et les astres et les systèmes entiers commencent à tourner en sens inverse par rapport à l'ère de Chronos. Et nous pénétrons dans l'ère de Zeus. Et cette vision-là est réactivée sur le plan linéaire, l'âge d'or, changement de rotation, et là, les hommes commencent à changer en tout point. La vie des immortels commence à se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir pour devenir de plus en plus mortel, faible, mourant. Et le système cyclique du temps exprime une mortalité de plus en plus précoce. Voilà. Et ensuite, s'agence à ça un système de 12 sphères dans le plan cosmique. C'est le cycle du mouvement même de la vitalité de Zeus, les 12 dieux olympiens. Regardons ça de plus près dans cette longue citation du Phèdre. Or, le chef suprême Zeus s'avance le premier, conduisant son char ailé, ordonnant et gouvernant toutes choses. Après lui vient l'armée des dieux et des daimons, divisée en 11 tribus, car Hestia reste seule dans le palais des immortels. Mais les 11 autres grandes divinités marchent chacune à la tête d'une tribu, dans le rang qui leur a été assigné, alors que de spectacles ravissants, que d'évolutions majestueuses animent l'intérieur du ciel, tandis que les bienheureux remplissent leur divine fonction, accompagnés de tous ceux qui veulent ou qui peuvent les suivre, car l'envie réside loin du cœur céleste. Lorsqu'ils reviennent au banquet somptueux qui les attend, et qu'ils montent au sommet le plus élevé de la voûte céleste, les chars des immortels, toujours en équilibre, s'avancent avec légèreté, les autres gravissent avec peine, car le mauvais coursier s'appesantit, penche et se précipite vers la terre, s'il n'a pas été bien élevé par son cocher. C'est la dernière et la plus grande épreuve que l'âme ait à soutenir. Les âmes de ceux que nous avons appelés immortels, après s'être élevés jusqu'au plus haut du ciel, en franchissant le faîte, et vont se placer en dehors sur la partie convexe de sa voûte, et tandis qu'elles s'y tiennent, le mouvement circulaire les emporte autour du ciel, dont elles contemplent pendant ce temps la forme extérieure.
Après avoir ainsi contemplé toutes les essences et s'en être abondamment nourrie, elle replonge dans l'intérieur du ciel et revient au palais divin. Aussitôt qu'elle arrive, le cocher conduisant les coursiers à la crèche répand devant eux l'ambroisie et leur verse le nectar. Telle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit le mieux les âmes divines et qui leur ressemble le plus, élève la tête de son cocher au-dessus des régions supérieures et les parcourt ainsi emportée par le mouvement circulaire. Mais en même temps, troublée par ses coursiers, elle a beaucoup de peine à contempler les essences. Une autre tantôt s'élève et tantôt s'abaisse. La fougue irrégulière de ses coursiers leur fait apercevoir certaines essences, mais l'empêche de les contempler toutes. C'est une loi d'adrasté, que toute âme qui compagne fidèle des âmes divines a pu voir quelqu'une des essences soit exempte de souffrance jusqu'à ce qu'un nouveau voyage, et que si elle parvient toujours à suivre les dieux, elle n'éprouve jamais aucun mal. Mais quand elle ne peut pas suivre les dieux ni contempler les essences, et que par malheur s'étant remplie de l'aliment impur du vice et de l'oubli, elle s'appesantit, perd ses ailes et tombe sur terre. La loi défend qu'elle anime le corps d'aucune bête brute dès la première génération. Celle qui a vu plus que les autres vient animer un homme dont la vie doit être consacrée à la sagesse, à la beauté, aux muses et à l'amour. Celle qui a moins vu et ne se trouve ainsi qu'au second rang animera un roi juste ou un guerrier et puissant. Celle du troisième rang, un politique, un économe, un spéculateur. Celle du quatrième, un athlète laborieux ou un médecin. Celle du cinquième, un devin ou un initié. Celle du sixième, un poète ou un artiste. Celle du septième, un artisan ou un laboureur. Celle du huitième, un sophiste ou un démagogue. Celle du neuvième, un tyran. Dans tous ces états, l'âme qui a vécu selon la justice échange après la mort sa condition contre une condition meilleure. Celle qui a vécu dans l'injustice échange la sienne contre une plus malheureuse. Car aucune âme ne peut revenir au lieu d'où elle est partie avant 10 000 ans, puisque avant ce temps, aucune ne peut recouvrir ses ailes, et ce n'est cependant celle d'un philosophe qui a cherché la vérité avec un cœur simple, ou celle qui a brûlé pour les jeunes gens d'un amour philosophique. Celle-ci, pourvu qu'elle choisisse 3 fois de suite le même genre de vie, à la 3e révolution de 1000 années, recouvre ses ailes, et à la dernière des 3000 années, reprend son envol. Mais les autres âmes, après avoir terminé la première vie, subissent un jugement. Ce jugement rendu, les âmes descendent au lieu de peine situé dans les entrailles de la terre et reçoivent leur châtiment. Les autres, par un arrêt contraire, sont enlevées dans un certain lieu du ciel où elles jouissent d'une félicité proportionnée aux vertus qu'elles ont pratiquées sous la forme humaine. Après 1000 années, les unes et les autres reviennent faire choix d'une nouvelle vie. Chacune est libre d'embrasser la condition qu'elle préfère. C'est ainsi qu'une âme humaine peut passer dans le sein d'une bête sauvage et, sortie du corps farouche qu'elle animait, revenir homme. Si déjà elle l'avait été auparavant, car elle qui n'aurait jamais contemplé la vérité ne pourrait en aucun temps revêtir la forme humaine. En effet, le propre de l'homme est de comprendre le général, c'est-à-dire ce qui, dans la diversité des sensations, peut être compris sous une unité rationnelle. Or, c'est là le ressouvenir de ce que notre âme a vu dans son voyage à la suite de Dieu, lorsque, dédaignant ce que nous appelons improprement des êtres, elle élevait ses regards vers le seul être véritable. Aussi est-il dit juste que la pensée du philosophe est seule des ailes, car sa mémoire est toujours autant que possible avec les choses qui font de Dieu un véritable Dieu en tant qu'il est avec elle. L'homme qui fait un bon usage de ces précieux ressouvenirs
participe perpétuellement au vrai et parfait mystère et devient seul véritable parfait, détaché des soins et des inquiétudes des hommes, uniquement attaché aux choses divines, la multitude l'invite à être plus sage ou le traite d'insensé. Elle ne voit pas qu'il est inspiré. Fin de citation. Donc, ce long extrait expose la fin d'une relation contemplative qui coïncide avec la fin du cortège. Le cycle de l'âme se clôture au bout de 10 000 ans, est-il dit. 10 000 ans. Et la suite évoque une cessation de l'errance de certaines âmes dans les cycles des réincarnations. Pour celles qui par 3 fois, elles ont été amies de la connaissance. Par 3 fois, amies de la connaissance, fin du cycle des réincarnations. Il y a donc bien 12 zones circulaires, dont chacune est constituée de 1000 années, ce qui donne 12 000 ans, dont 10 000 sont dévolus au cycle des âmes. Partons d'en haut vers le bas. Hein. Comme ça, c'est un circuit. Une fois qu'elles atteignent ce temps, les 10 000 ans, elles peuvent prétendre sortir de l'emprise de la nécessité, donc de le royaume de Zeus, soit de la matière. C'est ainsi qu'une réintégration vers l'immortalité est envisageable. Regardons d'un peu plus près cette organisation. La première zone, c'est celle de Zeus. La deuxième zone, dans le texte du Phèdre, c'est l'armée des dieux et des daimons. Hein, l'armée de dieux et des daimons. La troisième zone, c'est les immortels. Et les 9 zones suivantes, les âmes qui balancent entre le plan divin et le plan octuple du cycle des réincarnations des âmes. Donc, il y a 8 cycles de réincarnation des âmes. La 9e, c'est le plan où les âmes balancent entre le plan divin et le cycle des réincarnations, par 8 en dessous. Plan des immortels, l'armée des dieux et des daimons, et de Zeus. Vous voyez? Ça donne les 12. La plus grande maîtrise des âmes permet aux âmes immortelles des dieux de passer au-delà de la limite de la sphère du cosmos. Ils poursuivent alors leur révolution circulaire et contemplent les réalités qui se trouvent hors du ciel, étant ainsi au plus proche de la perfection et des réalités intelligibles. Parmi les autres âmes, celle qui suit le mieux les âmes divines et qui le ressemble le plus élève la tête de son cocher au-dessus des régions supérieures et les parcourt ainsi, emportée par le mouvement circulaire. Mais en même temps, troublée par ses coursiers, elle a beaucoup de peine à contempler les essences. Et là, nous découvrons les 8 autres zones de la roue de la réincarnation. Donc, ère de Zeus, l'armée des dieux et des daimons, la zone des immortels ou la sphère des immortels, les âmes qui balancent entre le plan divin et le cycle des réincarnations, les 8. Les 12 sphères ont un comput de rotation de 1000 années chacune, 12 000 ans. Voici une illustration qui résume le cycle de rotation des âmes durant les 10 000 ans et je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, elle est là. Vous voyez? Donc cette représentation n'est pas de mon fruit, elle provient d'une étude, une thèse universitaire très, 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 très intéressante d'ailleurs. Et voici ce qui est présenté. Les 8 incarnations dans des corps d'hommes ou de bêtes, voilà, comme il s'est ligné dans le Phèdre. C'est le cycle de 10 000 ans. Toutes les âmes se retrouvent dans le ciel, voilà. C'est un cycle de 1000 ans, voilà. Première incarnation dans des corps d'hommes, et ainsi de suite. Et ça s'enclenche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le cycle des 10 000 ans. Et au-dessus, là, le point de jonction avec ça, hein, c'est les dieux et les daimons, et au-dessus, Zeus. Et vous avez le schéma exprimé dans le Phèdre du cycle de réincarnation. Mais ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est qu'on est très loin de saisir
tout le fonctionnement du cycle des réincarnations, du cycle, du système cyclique du temps que je vous ai présenté, puisque tout n'est pas expliqué dans les textes. Et donc, il faut recalculer, retraduire, parce que le Chimay l'exprime selon un autre concept, très mathématique cette fois-ci, avec des calculs mathématiques. Et cela rejoint le Phèdre, cela rejoint également la République, mais également le cycle hein, du temps comme nous l'avons vu dans différents textes. Et ce qu'il y a, il est très délicat de comprendre tout ceci, mais cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo que je pourrais présenter un jour, qui présente tout le système entier. Mais ça va demander un travail titanesque. Donc il y a bien 9 cycles de réincarnation, en sachant que le 9e, hein, se situe à la jonction des 8. Vous voyez, les 8, c'est le cycle des réincarnations. Et le 9, comme il était signalé, c'est les âmes qui balancent entre le royaume des immortels, le royaume divin, et le royaume du cycle des réincarnations. Voilà, c'est le point de bascule, le 9. Voilà. Donc il y a 9 cycles de réincarnation. À la 10e, nous revenons au point originel, la source de toutes les âmes. N'oubliez pas qu'on parle de la chute des âmes du royaume de Chronos. On parle de ça. Il s'agit de la même structure d'organisation que celui des cycles cosmiques. Et maintenant, on a fait un bond en arrière pour parler de l'Atlantide, à plusieurs reprises. Et on va le faire là tout de suite. Si l'Atlantide a disparu il y a 9000 ans, comme le Timée le signale, ce n'est pas une erreur de calcul, mais un comput basé sur le cycle des âmes. 9000 ans, 9 cycles. C'est le cycle des âmes que l'on retrouve dans le Phèdre. Cette durée est un rappel de la roue cosmique. Il y a également une attache entre ce cycle de 10 000 ans, bien sûr, et la tétractys, 10 fois 1000. Donc, il y a une recherche monstrueuse à faire, et tous ceux qui ont cru que Platon s'était trompé en marquant 9000 ans ne comprennent absolument pas le langage platonicien du mythe. Tout est cohérent chez lui. Donc, voilà, faut bien se saisir de ceci. Il apparaît désormais clairement que le mouvement de révolution circulaire se manifeste à des degrés divers dans les dialogues platoniciens. Il ne se compte pas d'être effectif dans la rotation des astres. Il s'applique dans le devenir, en assurant les cycles de décadence et de régénération des hommes, dans le temps linéaire, que ce soit dans le domaine du politique ou dans la transfiguration des âmes. C'est le même système en jeu. Dans le système cyclique du temps ou dans le cycle des âmes, dans le système cyclique de décadence et de régénération des systèmes politiques, l'ère de Chronos et l'ère de Zeus, expliquée d'une manière linéaire cette fois-ci, et les destructions cycliques, qui est expliquée sur la rotation des âmes. Voici un mythe. Ce qui permet d'expliquer un mythe peut expliquer plusieurs niveaux de réalité simultanément. C'est ce que fait Platon. Il y a également un rappel de cette roue cosmique dans la République, à travers le mythe d'Air le Pamphilien. C'est ce mythe qui clôture le livre de la République. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Air? Il raconte son aventure dans l'au-delà, et ce qu'il narre est directement lié au Phèdre, au cycle des âmes, au Critias et au Timée, dans le cycle de l'Atlantide, et bien sûr le cycle cosmique. La dernière phrase du livre de la République se clôture d'ailleurs comme ceci. Écoutez bien. C'est ainsi que durant cette vie et au cours de ce voyage de 1000 ans que nous avons décrit, nous trouverons bonheur et succès dans notre vie. Fin de citation. Donc vous voyez, il y a une cohérence. Et maintenant, il est temps de passer à l'Atlantide, et vous allez voir que tout prend sens. Tout ceci est en vérité une grande préparation à la lecture du mythe de l'Atlantide. Au préalable, il nous faut savoir que la République, le Timée et le Critias sont 3 ouvrages qui se suivent, et dans cet ordre cité. Et ils forment un seul et même discours. De quoi parle-t-on dans ces 3 ouvrages? De politique. Par manque de temps dans cette vidéo, nous ne pouvons pas expliquer
tous les détails du Timée et du Critias lorsque ces textes mettent en scène le mythe de l'Atlantide. Pour ce faire, il faudrait une autre vidéo complètement dédiée qu'à ça, hein, et consacrée à ces deux ouvrages. C'est la raison pour laquelle nous nous attarderons sur les grandes lignes. Mais vous allez voir que c'est des lignes les plus importantes, hein. Dès le début du Critias, Timée met en parallèle la fin de son discours relaté dans l'ouvrage Le Timée et la naissance d'un dieu, à savoir le monde sensible, la matière. Si le Timée fonde sa cosmologie sur la première mimésis, c'est-à-dire la copie, le Critias se compose d'un récit basé sur une imitation, une copie. Voilà en fait ce qui est nécessaire, je pense, ce que nous tous disons, dit-il. Le récit évoque donc le monde du simulacre. Et n'oubliez pas, il y a d'abord le monde intelligible, la copie et le simulacre. Donc, le Timée va évoquer la copie, ok, du monde, l'âme du monde, et à la fin, il va terminer par le simulacre, le monde de la matière. Ensuite, le Critias reprend la lecture établie par le Timée, poursuit la lecture, et nous sommes dans l'Atlantide, et il va rester sur le simulacre. C'est ainsi que l'on comprend le triptyque. Et République, on parle d'une cité, d'une politique également établie dans la cité, hein. Le récit de l'Atlantide est bien un symbole du monde sensible. Ajoutons encore à ceci, le discours du Timée commence par la mise en ordre du cosmos et s'achève sur la nature humaine. Cette nature se révèle comme un mixte dynamique dont on doit ajuster et assurer l'équilibre. Ça vous rappelle quelque chose, hein, sur les trois parties de l'âme? Le Timée relie explicitement, quant à lui, le récit de l'Atlantide à la poésie. Le mythe a été entendu lors d'une festivité familiale qu'on appelle les apatories dans le texte, au cœur de la famille de Critias. Et c'est à cette occasion que se déroulaient des concours de rhapsodie. Le mythe de l'Atlantide est tiré d'un poème écrit par Solon, et c'est le grand-père de Critias qui porte le même nom que lui, qui lui narre le mythe. Il est donc important d'inscrire le mythe de l'Atlantide dans la catégorie poétique, puisque pour Platon, les poètes peuvent emprisonner les hommes par des images mentales, des croyances dont il faut aussi se défaire. De quelle manière? En saisissant que le poème est une copie de la réalité divine, et comme le signale Critias lui-même au sujet de son mythe, citation, en ce qui concerne l'exposé que je suis en train de faire, qui n'est après tout qu'une improvisation, si je ne suis pas en mesure de reproduire en tout point ce qui convient. Il faut se montrer indulgent. En effet, on doit se mettre dans l'esprit que, au regard de la critique, il est non pas facile, mais difficile de produire une copie des réalités mortelles. Fin de citation. Le ton est donné. Le mythe de l'Atlantide est une copie des réalités mortelles, soit du monde sensible. Athéna et Héphaïstos, deux dieux purs, gouvernent Athènes. Il s'agit bien sûr de l'Athènes céleste, ou l'âme Thumos, la copie du paradigme, comme on l'a vu au début. Il est dit que ces deux divinités ont un naturel commun, terme important pour désigner qu'ils sont purs et divins. Ils ont également une même direction, à savoir celui de leur père, c'est signalé dans le texte. La constitution politique d'Athènes était d'origine divine, ainsi que son organisation. L'Acropole se rapporte à la cime de l'âme, le nous, lieu dévolu aux philosophes dans la cité. Donc, nous, philosophe, c'est l'Acropole dans la cité. C'est le point de contact avec le royaume de Zeus, bien sûr. Hein, c'est le naos, c'est le ratio. Les hommes sont donc gouvernés par des êtres inspirés qui éditent des lois inspirées. C'est un paradis. Sur l'Acropole, il y avait une source unique, important, symbole du monde sans mélange et de constitution divine. Une source. Et l'ex fines, l'instantané peut surgir lorsque l'homme vit dans cet état divin, dans une Athènes mythique de cette nature-là. Il y a de l'illumination.
Les lois sont divines. Poséidon eut des enfants d'une femme mortelle et installa sa progéniture sur l'Atlantide. Une autre indication importante est signalée dans le texte, laquelle démontre encore que nous sommes dans le royaume terrestre. Le premier-né se nomme Événor, l'homme de bien. Il se maria avec Leucippe, la cavale blanche, assimilée à la monture du dieu marin Poséidon. Cet homme est né de la terre, c'est-à-dire autochtone en grec, né de la terre. Hein, c'est un autochtone, il est né de la terre. Cette mention est à rapprocher des fils de la terre, tous gegeneis, terme employé par Platon pour désigner les matérialistes dans son ouvrage Le Sophiste. Donc, les fils de la terre et les nés de la terre, dans deux ouvrages différents, hein, le Critias et ici, vous avez le Sophiste, évoquent les mêmes personnes, les matérialistes. Poséidon, on va y revenir, Poséidon fit jaillir de dessous la terre deux sources, une chaude et une froide. La chaude provient du ciel et la froide provient de la terre. C'est un monde de mélange, de mixion entre le divin, le pur, et le mortel, l'impur, le vrai, le faux, la lumière, les ténèbres, la connaissance, l'ignorance, etc. Tout commence avec le mariage du dieu Poséidon et de l'humaine Clito, qui veut dire la superbe. Il y a un rapport avec Eros là-dedans. Hein. Signe encore du mélange et de l'impur. Un humain se marie avec un être divin. Impureté. Comme les deux sources hein, qui jaillissent de l'acropole de l'Atlantide. Une chaude et une froide. Une source de mélange, bien sûr, de confusion. C'est l'inverse de la cité d'Athènes où deux dieux gouvernent. Et ces deux divinités sont affiliées respectivement à la connaissance armée, Athéna, et à l'ingéniosité, c'est Athéna, et l'art de mettre en pratique cette intelligence divine, Héphaïstos. Ce sont des facultés cognitives, donc, qui rendent compte d'une réalité intérieure. Par conséquent, le mariage entre Poséidon et Clito répond également à une réalité mentale. Il s'agit de la raison qui balance constamment entre la lumière et l'obscurité, et ainsi de suite. Vous voyez pourquoi Poséidon, qui est un dieu, se marie avec une humaine, c'est des facultés cognitives, c'est-à-dire que notre nous, notre faculté divine, se marie avec la matière. Clito. Et ça crée une source de confusion. Source de confusion. Voilà. Et ce couple-là, Poséidon et Clito, vont générer quoi? Les 5 lignées de jumeaux. Les 5 couples de jumeaux sont les symboles des 5 types d'âmes gouvernement, comme on l'a vu. La part humaine prend de plus en plus de place au détriment du divin, et ce jusqu'à l'extermination et l'extinction complète du divin dans ce système cyclique du temps. Tout commence par le divin dans l'Atlantide. Même s'il y a mariage, il y a la part divine qui est prédominante par rapport à la part humaine. Donc, la lumière est prédominante par rapport à l'obscurité. Et tout s'écroule par l'emprise de la matière et de l'obscurité au fur et à mesure du temps, et donc de l'âme epithumia. Si vous voyez maintenant le schéma. Au début du temps de l'Atlantide, l'âme nous gouverne la cité, et à la fin, c'est l'âme appétitive epithumia. Le déluge qui emporte la cité évoque cette emprise de cette âme appétitive epithumia sur le naos. C'est l'âge de la tyrannie. Dans les mythes traditionnels grecs, Poséidon fit la guerre à Athéna pour détenir l'acropole. Athéna vainquit, et pour se venger, Poséidon fit éclater la mer. C'est le déluge d'éclatant. C'est le déluge de Deucalion, pardon. Platon a réinterprété ce mythe. Ainsi, la guerre entre Athènes céleste et l'Atlantide terrestre représente ce combat entre le spirituel et le matériel,
Le nous est ipethumia, le un est la multiplicité. C'est une guerre intérieure, bien avant que ça soit une guerre extérieure. Tout ceci sont des reflets et évoquent bien sûr la chute de l'âme sur le plan vertical. Et sur le plan linéaire, et voyez que le système s'explique. Le cycle de rotation des âmes, le cycle du temps et le cycle cosmique, la réincarnation, les destructions qui viennent et qui se répètent, le système politique de Platon, les trois qualités de l'âme. Et là, vous avez un immense nexus, un tableau gigantesque ou condensé dans l'Atlantide. Parce que tout est présent dans l'Atlantide. Voyez. Donc, cette guerre est intérieure. C'est une guerre spirituelle. Les deux métaux précieux mentionnés dans le texte sont également importants. Toujours deux. Vous remarquez dans l'Atlantide, tout est deux. Les deux sources, le couple qui engendre la lignée royale qui sont composées de deux natures différentes, divine et humaine. Les 5 jumeaux évoquent le monde de la dualité et de la confusion des natures. Et les deux métaux qui sont évoqués dans le mythe de l'Atlantide s'ancrent dans ce nexus de symboles, l'oricalque et l'or. Encore un mélange. Le plus grave, c'est qu'ils mettent sur le même pied d'égalité l'oricalque, métal qui est dit que l'on extrait de la terre, est-il dit, terme qui évoque la valeur matérielle de cet élément, et l'or. Donc l'oricalque est un simulacre de l'or. Et pourtant, ils l'ont mis au même pied d'égalité, comme Clito est mis au même pied d'égalité que Poséidon. Comment on le sait? Lisons. L'or qui renvoie à la part spirituelle et divine. Et il est dit à propos de cet oricalque, c'était en ce temps-là le métal le plus précieux après l'or. Et regardez ce qui est dit. Le mur qui entourait l'acropole est décrit comme suit. Ils le garnirent d'oricalques qui avaient des reflets de feu. Au centre de l'acropole s'élevait un temple consacré à Clito et Poséidon. Une mortelle érigée comme une déesse est posée au centre de la cité, au même niveau que Poséidon. C'est confondre le spirituel et le matériel, comme l'oricalque et l'or le présentent, comme les deux sources, la chaude et la froide, jaillissent depuis l'acropole, et comme les deux jumeaux gouvernent l'Atlantide, qui sont représentatifs du monde du mélange et de la confusion des natures, la divine et l'humaine, la lumière et l'obscurité, le vrai, le faux, la connaissance, l'ignorance, et ainsi de suite. Une note importante encore. Les lois édictées par Poséidon sont gravées sur une stèle d'oricalque matérielle. Ce sont donc des lois fondées sur la rationalité humaine, sans aucun lien avec le spirituel. Le nous commence à se perdre franchement. Platon pointe vers l'imperfection de ces lois et du monde sensible par un truchement de parts égales entre le père et l'impair. C'est très important dans le langage platonicien, le père et l'impair, parce que c'est une chose impensable, parce que l'impair désigne le divin pour Platon, l'impair désigne le divin, et le père, la création, le mortel. Donc, même au niveau des nombres, c'est-à-dire du calcul et de la répartition de la matière, il y a un mélange entre le père et l'impair. Ils le mettent au même rang d'ailleurs. Nous découvrons que Platon met en place un double dispositif descriptif qui fait de chacune des deux cités le miroir inverse de l'autre. On peut faire des oppositions terme à terme. Athènes représente une société agraire, patriarcale, pacifique. Atlantide représente l'exact opposé. C'est une civilisation maritime, monarchique et belliqueuse. Athènes est une ville soudée et unie, placée sous le signe de l'unité et de l'égalité. L'Atlantide est inversement placée sous le signe de l'éclatement et de la multiplicité. Dans cette cité, tout est nombreux, tout est dédoublé, tout est redoublé.
Tout se place sous le signe de l'impair, du multiple et de l'hétérogène. Autre position très forte, le peuple athénien est marqué par son origine exclusivement divine. En revanche, on remarque l'origine mi-divine, mi-humaine du peuple atlante, comme une hybridation dangereuse. Si Diké, la justice, règne à Athènes, l'Atlantide est dominée par l'hybris, c'est-à-dire la démesure, l'excès. Athènes reste immobile, stable, tandis que l'Atlantide est mobile, instable. L'Atlantide est régie par le quantitatif, dont les mathématiques démontrent un usage purement utilitaire, sans besoin de s'ancrer à la source. Rien n'est proportionnel dans leur cité. Tout est mélange de formes et de structures. Hein. Donc, n'oubliez pas que l'Athènes, c'est l'un des chevals du Phèdre, c'est le blanc, et que le cheval noir, hein, c'est l'Atlantide, très instable. Continuons notre analyse. Aux 5 murailles de l'Atlantide répondent les 5 lignées de jumeaux. L'organisation de l'espace est couplée donc à celle du temps. Pour Platon, la Terre est sous l'égide de Péras, c'est-à-dire la limite, tandis que la mer est sous l'égide de l'Apeiron, c'est-à-dire l'illimité. C'est ce qui constitue d'ailleurs les murailles concentriques de l'île. Or, il y a 3 cercles de mer et 2 cercles de terre. C'est le signe de la prédominance de l'impair, de l'illimité et de l'âme appétitive, epitomia, sur le père, la limite et le nous. Les 2 types de mesures dans l'Atlantide sont encore un signe de confusion. La mesure divine est le 5 et la mesure humaine est le 6. C'est le fameux impair et père. L'impair est impulsé par Poséidon, tandis que le père par sa femme mortelle, Clito. Et il y dit ceci dans le texte, citation, « Parfois, au bout de 5 ans, et parfois au bout de 6 ans, faisant ainsi la part égale au père et à l'impair. » Fin de citation. Voilà, j'espère que c'est clair, ce mélange entre le père et l'impair, qui est la limite et les limités, qui est le règne de la confusion, imagé à travers les cercles concentriques des murailles. Voilà. Et le nom de l'île lui-même provient du premier souverain Atlas, et son autorité s'étend sur tous ses frères, et le nom d'Atlas a un sens particulier chez Platon. Donc, on va en parler un petit peu. Atlas règne au cœur de la cité. Et si Atlas porte un seul nom dans le texte, c'est le seul qui porte un seul nom, son frère jumeau en porte 2. Un en langue grecque et un autre en langue atlante. Et si le grec renvoie à la part divine, parce que c'est Athènes qui représente la part divine, à l'origine céleste, d'où viennent les âmes d'ailleurs, le nom Atlante évoque la part mortelle, terrestre et humaine. C'est très intéressant à noter tout ça. La décadence atlante est donc dès l'origine. Confusion des nombres pair et impair, de l'harmonie, de la limite et de l'illimité, du divin et de l'humain, de l'immortalité et de la mortalité, des 2 sources au centre de l'acropole, des 2 métaux, etc., etc. Le mariage des rois atlantes à des femmes mortelles appauvrit la nature divine jusqu'à son extinction finale. L'Athènes possède aussi une lignée royale, tous des autochtones, et sont seuls à régner. Il n'y a qu'un seul roi, qui est Crops, Érecté, Erechthonios, Erysichthéon et Thésée. Et c'est un jeu de miroir avec l'Atlantide. 5 rois, Athènes, et 10 rois dans l'Atlantide. C'est un jeu en miroir. Athènes sera engloutie par la terre, l'Atlantide par l'eau. Vous voyez bien, un jeu de miroir. L'unité, fondement de toutes les constitutions platoniciennes, est assurée par le couple divin d'Athènes et par la communauté des femmes et des enfants. Platon s'amuse à souligner dans le détail cette unité et cette appartenance. Et bien sûr, cette permanence. Il n'y a qu'une seule source, et elle donne une eau d'une température suffisante et suffisamment équilibrée pour convenir à l'hiver comme à l'été. Permanence, elle s'exprime par le chiffre.
invariant autant qu'il est possible, du nombre des guerriers, par le caractère établi une fois pour toutes de la constitution et de l'administration de leur domaine. Elle s'exprime aussi, ce qui est plus plaisant, par l'art de bâtir des maisons, que leurs habitants transmettent toujours les mêmes idées et d'autres semblables à eux. Ouais, c'est le même qui veut être une copie du même, le mythe de l'Atlantide. Et regardez le premier jumeau de l'Atlantide maintenant, Atlas, et son frère Eumélos en grec, et Gadyros en Atlante. Bien que le terme Gadyros, c'est le port de Cadix, on le remarque tout de suite en Espagne, de l'autre côté de la mer Atlantique. Ça a une signification. L'apport mortel prend de plus en plus d'ampleur à mesure des générations. Le lien se coupe avec le divin par perte d'énergie. Le mensonge étiole le contact avec le monde intelligible au point où le vrai devient étranger. Et l'effritement commence sur l'acropole qui marque le point de contact avec le monde divin. Or, l'acropole est le nom donné à notre siège mental, là où les lois sont pensées et doivent être inspirées par Zeus, puis écrites sur une tablette d'or normalement. C'est en ce lieu que l'exaïfness, l'illumination dont on a parlé précédemment, surgit en nous. C'est la raison pour laquelle l'Atlantide perd le contact avec le royaume divin, au fur et à mesure, étant de plus en plus vers l'âme appétitive. Vous voyez la jonction avec l'ex-finesse, le cycle cosmique aussi. Enfin, le bariolage du temple Atlante est la marque de la confusion et du mélange encore. Nous terminons cette herméneutique par le nom Atlas, bien qu'il reste encore beaucoup à dire sur le Timée et le Critias. Et vous allez voir que c'est très important. Le nom de l'Atlantide, qui dérive directement du dieu Atlas, qui est le premier jumeau, le premier-né de Poséidon et de Clito, qui est le seul à posséder un nom, ok, ce qu'il a, c'est qu'il est évoqué dans d'autres textes de Platon et il le clarifie sur le sens que l'on doit entendre sur l'Atlantide. Dans le Phédon, Socrate parle avec Cébès et lui avoue qu'il était ébloui de lire les ouvrages des physiciens de son époque. Sciences de la nature de l'époque, hein, c'est les grands scientifiques de l'époque. Voilà, ce sont les grands naturalistes. Il était ébloui dans sa prime jeunesse, dans lesquelles on était censé trouver les causes de chaque réalité. Le passage du Phédon se déroule peu de temps avant sa mort. Et il nous raconte qu'il fut très déçu du contenu des ouvrages des physiciens qui cherchent le pourquoi des choses dans des causes matérielles, alors que la cause première se trouve dans l'un bien. Et là, c'est une grande différence, parce que nous sommes encore avec la science d'aujourd'hui qui cherche les causes premières sur un plan linéaire dans des causes matérielles. Origine du temps, origine de l'espace, origine de la vie, origine de la matière, origine de l'atome, de la conscience, sur la ligne du temps chronologique. Socrate était ébahi par les physiciens de son époque, qui sont des grands naturalistes, hein, Anaximandre par exemple, hein, Anaximandre et puis Héraclite et puis d'autres, et il a été déçu juste après en voyant la cause première. Ben non, pour lui, la cause première est l'un bien, est de nature métaphysique, hors de toute physique. Il est à chercher au-delà de l'expérience du phénomène physique. Et là, ça nous parle aujourd'hui, parce que les physiciens font le même, répètent même, ce serait intéressant de lire, répètent par réitération l'acte que Socrate dénonce. Ils commettent l'erreur de chercher la source sur une ligne du temps, alors qu'il est à chercher sur une ligne verticale, donc auprès de Chronos. Donc le passage du Phédon se déroule peu de temps avant sa mort, et il est complètement déçu de ce que disent les physiciens après. En est-il autrement aujourd'hui où les physiciens brillent de leur savoir en découvrant les choses et les causes de toutes choses dans la matière, hein? Posez-vous la question. Origine de la conscience, de la matière, des atomes, les causes sont toujours des matières, de la substance. Et voici ce que dit Socrate.
Ils estiment avoir découvert un nouvel Atlas, plus fort que le premier, plus immortel et plus capable de maintenir la cohésion de l'ensemble, mais qu'en vérité ce soit le bien, l'exigeant, qui soit le lien et tienne l'ensemble, cela ne leur traverse pas du tout l'esprit. Fin de citation. Atlas est cité là, face à, aux physiciens de l'époque. Dès lors, les physiciens d'aujourd'hui ne diffèrent guère de ceux qui furent critiqués par Socrate en son temps. Ils cherchent dans la matière la cause de la matière, que ce soit le monde quantique ou le vide. Ils posent comme source une substance matérielle, comme source de toute réalité. Se laisser convaincre par là que la conscience est d'origine quantique, sans qu'il y ait l'intelligence divine qui l'active, revient à être matérialiste sans le savoir. Il devient donc évident que la source du réel est la conscience chez l'homme, et au niveau cosmique, l'intelligence démiurgique. Et Atlas est le nom que donne Socrate aux matérialistes. L'homme qui n'a pas besoin de Dieu pour soutenir le monde et s'oppose par ignorance à l'un bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la source première est le un bien, lequel se déploie par la suite dans l'intelligence, conscience cosmique dirions-nous aujourd'hui, afin de créer le cosmos. De cette confusion entre la cause première, donc métaphysique, avec ses effets sur la matière, naît le règne du mélange. Ainsi en est-il de nos modernes. Ce sont les fils d'Atlas, fils lui-même du souverain du monde de la matière, à savoir Poséidon. Nous avons terminé la grande présentation de l'Atlantide, qui a demandé beaucoup de temps. On a fait des pas en arrière pour expliquer l'Atlantide. Hop, on recule, on revient. On recule, on revient, on recule, on revient. Ce qui explique plus clairement le mythe de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est les matérialistes. Le mythe de l'Atlantide exprime le monde sensible, la gouvernance de l'épée de Thumia. À la fin, le déluge complet, les matérialistes gouvernent tout, l'épée de Thumia est tyrannique, et nous sommes dans le royaume de la confusion totale. Voici le sens du mythe de l'Atlantide, qui est éternel et qui restera atemporel. Commentaire bienvenue. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et merci à tous. Au revoir.